Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette troisième conversation au salon. Je reconnais certains habitués, ça me fait vraiment plaisir que vous nous rejoigniez à chacune d'entre elles. Et voilà, je répète pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui que ce cycle de conversation a été préparé, pensé par Fabio Rossinelli, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on pense bien à lui, parce qu'il a un gros oral ce soir. Et les deux premières conversations sont accessibles désormais sur le site colonialgeneva.ch. Il faut que vous alliez dans l'onglet Salon, et puis là vous trouverez en fait les vidéos et les audios des deux premières. Et sinon sur la chaîne YouTube du MEG aussi, elles sont disponibles. Dans 15 jours, nous allons accueillir le 27 juin Marie-Luce Desgrandchamps et Guillaume Lintz, qui évoqueront avec nous les missions médicales et l'aide humanitaire comme une autre facette de la colonisation. Voilà, et donc pour la conversation d'aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la question du chocolat, du colonialisme et de la Suisse avec nos invités. Et je suis très heureuse d'accueillir Laetitia Pinoya et Sami Manga. Je vais vous présenter tous les deux. Laetitia, tu es doctorante au département d'histoire et de politique internationale au sein de l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève. Tu t'intéresses au passé colonial helvétique par le biais de l'histoire du chocolat suisse. Grâce à tes recherches en archives, tu contribues à mettre en lumière des facettes souvent ignorées des récits historiques qui ont façonné le paysage culturel de la nation. Tu es aussi active dans l'étude des questions contemporaines liées au racisme en Suisse et tu plaides en faveur de l'utilisation de l'histoire coloniale du pays comme un outil de lutte antiraciste. Sami Manga, célèbre Sami, est écrivain, ethnomusicien, tu es sculpteur, militant écologiste camerounais. En qualité d'éco-poète, tu promeus une écriture verte en faveur de l'écologie et de la biodiversité. Tu es par ailleurs le fondateur de l'association Éco-Poète International, ainsi que le directeur artistique de l'espace culturel Art Vif Projet à Lausanne. Tes dernières publications sont Chocolaté, qui se trouve, vous ne pouvez pas le rater celui-là, sur nos tables, voilà. Le petit livre rouge dont tout le monde parle. Et Chocotrauma, deux livres qui expliquent et dénoncent le goût amer de la culture du cacao. Tu as gagné le Grand Prix Poésie africaine d'expression française du FIPA en 2021 et tu as été finaliste dans d'autres compétitions littéraires en 2023 comme le Prix des 5 continents de la francophonie et le Prix Kuruma, à Genève donc, c'est ça. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous résumer un peu le pitch de cette conversation et puis ensuite on pourra regarder un clip. Depuis 2024, la montée des prix du cacao, le début 2024, la montée des prix du cacao met à mal les productrices et les producteurs chocolatiers, chocolatières du monde entier. On s'en inquiète aussi en Suisse, pays du chocolat par excellence. La Fédération Choco-Suisse, qui regroupe entre autres Nestlé et Lindt, exerce des pressions au sein de la politique helvétique depuis des décennies pour faciliter la fabrication et la commercialisation de ce produit qui fait la fierté du pays. Or, l'histoire locale du chocolat remonte loin dans le temps. Depuis l'époque de l'esclavagisme et jusqu'à nos jours, la production du cacao se corrèle à des dynamiques d'exploitation économique, sociale et écologique qui s'exercent à l'échelle du monde dans un axe de domination nord-sud. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui pour les anciennes colonies fournisseuses d'or brun? Dans quelle mesure y a-t-il une conscience en Suisse de la violence globale à travers laquelle le chocolat national est produit? En préambule de cette conversation, vous allez voir, nous voulons vous présenter un clip que vous connaissez peut-être. Il a été réalisé par le rappeur de la scène musicale genevoise Jonas en 2015. Donc ce clip est ancien, ce qui le rend encore plus incroyable dans cette conversation aujourd'hui. Et voilà, on vous laisse l'entendre et il sera aussi en lien sur le site des conversations. Voilà, sacré préambule.
Alors, on entre dans le vif du sujet directement. Samy, avec toi. Tu es un enfant du Cameroun qui, avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique occidentale, est connu pour être depuis très longtemps un pays producteur de cacao. Tu as même, toi, travaillé dans des plantations de cacao. Comment vit-on cette situation aujourd'hui sur place? Est-ce qu'il y a un sentiment ou une conscience de faire partie d'un système de culture, voire de monoculture, issu de ce colonialisme? Donc, en d'autres termes, bonjour. Voilà. Mais je pense que c'est bien plus qu'un simple ressentiment. C'est d'abord quelque chose qui est une réalité historique et même humaine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le cacao, il n'est pas, bien que l'Afrique produise environ 80% de la production mondiale, le cacao n'est pas originaire d'Afrique. C'est une culture complètement coloniale qui a été imposée à un moment donné de l'histoire. Et c'est ce que moi j'appelle clairement le colonialisme vert. Donc c'est bien plus qu'un simple sentiment, c'est même une colère. Voilà. Laetitia, à l'inverse de Samy, toi tu arrives du pays du chocolat. Je vais lui donner le mien, t'embête pas, regarde le tien. La Suisse donc. Et on est donc à l'autre bout de cette chaîne. Comment es-tu arrivé à interroger l'histoire du chocolat suisse d'un point de vue donc colonial? Est-ce un aspect beaucoup traité en fait, dans la littérature? Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation d'aujourd'hui. C'est un plaisir et un honneur d'être ici avec vous. Comment je suis arrivée à cette question de recherche? Tout d'abord, ça a un peu commencé en 2020 avec les mouvements, les protestations Black Lives Matter et vraiment cette question un peu de réévaluer le passé de la Suisse parce que d'abord, j'avais aucune idée de l'existence du passé colonial suisse en général. Et dans le contexte de ces protestations, il y a eu un mouvement contre-courant qui m'a un peu posé des questions et c'était par rapport à un changement du nom d'un petit chocolat avec des connotations extrêmement racistes en Suisse. Et les protestations, c'était contre ce changement et ils disaient qu'il faut protéger la tradition suisse. Je me suis dit, mais on parle de quelle tradition? C'est bien la tradition du chocolat suisse, mais ça veut dire quoi ce nom raciste? Donc je me suis plongée dans la littérature et j'ai tout de suite compris que c'est un récit féerique. C'est l'histoire mythologique du chocolat suisse avec les grands entrepreneurs et les grands noms qu'on connaît tout le monde aujourd'hui. Mais il n'y a aucune réponse par rapport à d'où vient tout d'abord cette tradition. Pourquoi c'est arrivé en Suisse? Et surtout d'où vient et d'où venait le cacao qui a été employé à la base pour produire ce chocolat. Et donc je me suis rendu compte que la littérature, pour l'instant, ne donne aucune réponse. Samy, question pour toi. Le cacao, donc à l'origine, n'est pas un produit d'Afrique, on vient de se le dire. Il a été importé dans ce continent depuis l'Amérique latine. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce voyage-là? Alors, je ne vais pas forcément inventer la roue. Je pense que tout le monde est très bien renseigné là-dessus. Oui, le cacao n'est pas originaire d'Afrique. On pense toujours que c'est le cas, mais non. Ironiquement, c'est le pays, enfin le continent qui produit, on va dire, 80% du cacao mondial. Mais en fait, non, le cacao, c'est une culture très ancienne de la Mésoamérique, Amérique du Sud et tout. Et c'est les Mayas qui sont les Mayas et les Aztèques qui ont découvert véritablement le potentiel de ces plantes. Et on les attribue même l'invention du chocolat parce qu'ils faisaient des boissons à partir de ces fèves, voire même il y avait une pratique médicinale avec la plante.
Et puis, il va se passer l'histoire qu'on connaît, c'est-à-dire les explorations, les tontons Christophe Colomb, les tontons Hernán Cortés et tout. Le cacao va arriver en Europe et plus tard, ben, il va être quelque chose pas d'un peu, mais de complètement sublimé qui va appartenir à la classe, on va dire, voilà, la classe prestigieuse et tout. Mais plus tard, il va se poser une question, c'est que le cacao, bien que les explorateurs l'ont ramené de l'Amérique du Sud, en Europe, ben, il faut produire le chocolat, mais malheureusement, la plante cacao ne pousse pas en Europe. Et il se trouve que l'Amérique n'est pas très à côté. Et donc l'Afrique, voilà, l'Afrique se révèle finalement être la terre. En même temps, il y a une condition climatique aussi qui permet au cacao de pousser mieux en Afrique, enfin en Afrique comme en Amérique du Sud, évidemment pas en Europe. Donc les tontons que vous connaissez, les tontons colons, ils vont forcément se demander comment perpétuer ou comment véritablement imposer cette culture de la consommation du chocolat. Ça passe par la production des fèves. Et les fèves, c'était mieux de les produire en Afrique. Et donc là, on va avoir une expansion colonialiste vraiment pour imposer les pays africains voilà, de cultiver le cacao. Et Sao Tomé, c'est un peu la porte d'entrée qui fait qu'on est encore en galère avec cette ferme aujourd'hui. Merci Samy. Laetitia, depuis quand la Suisse, elle, était impliquée dans ce commerce et dans les plantes de cacao, les plantations de cacao outre-mer, et pourquoi? Est-ce qu'il y avait des liens directs avec le monde esclavagiste et avec les exploitations coloniales? Est-ce que Genève est présente dans cette histoire? Alors, par rapport aux sources historiques que j'ai consultées à l'instant, je peux affirmer qu'il y avait des Suisses, plutôt que la Suisse, qui participaient au commerce des denrées coloniales à partir du XVIIIe siècle. Je crois qu'il y a déjà des idées qui, je crois, que ça va arriver aussi au XVIIe siècle. On va trouver des sources historiques qui confirment aussi cette présence au XVIIe siècle. Et cette présence se faisait de différentes façons. Donc on avait des Suisses, y compris des Genevois, et des Tessinois, des Vaudois, qui étaient présents dans les ports coloniaux ou méditerranéens. Donc il y avait des gens à Gênes, à Marseille, à Hambourg, Amsterdam, Bordeaux. C'était vraiment un peu dans tous les ports importants, d'où rentrait le cacao en Europe. Après, il y avait aussi des gens présents de l'autre côté de l'Atlantique. Et surtout, comme Samy a dit, d'abord, le cacao, c'était cultivé en Amérique du Sud, latine et Caraïbes. Et là, on avait d'un côté toujours des gens qui commerçaient le cacao. Il y a des noms qui dans l'histoire coloniale suisse, commencent à ressurgir souvent. C'est par exemple Isaac Fesch et Johann Jakob Hofmann. Ce sont des Balois qui étaient actifs dans le commerce de cacao entre Caraïbes. Et d'ailleurs, le cacao, c'était si important, c'était une matière vraiment de luxe, qu'il était échangé contre des esclaves. Il y a vraiment des sources archives qui rappellent ça. Aussi, du côté des Amériques, il y avait des Suisses et des Genevois qui étaient propriétaires des plantations. Et on a découvert que ces plantations, il y avait du café, c'était plus commun, mais il y avait aussi du cacao. C'était surtout dans l'île de Grenade et au Suriname. Et là, on a les Fatio, les Bézanquet, on a les Coulants, Pourtalès, Tournaisen. Je crois que la liste va un peu s'allonger, mais c'était typique d'avoir des plantations. Après, aussi, on avait des gens au Brésil, et c'est toujours le cas. C'est les Keller, qui après c'est devenu le Wildelberger. Et c'est vraiment c'est devenu une grande multinationale du cacao à Bahia, et c'était suisse. Et pour ce qui concerne l'esclavage, on ne peut pas dire plantation sans dire esclavage au XVIIIe siècle. L'esclavage légal, ça a terminé au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, donc ce serait injuste de ma part même questionner s'il y avait de l'esclavage présent dans ces plantations. Voilà. Merci beaucoup Laetitia. Et je continue Samy avec une question pour toi par rapport à ce passé, 18e, 19e, 20e.
est-ce qu'il y a des continuités ou encore des ruptures dans les conditions de production du cacao en Afrique? Par exemple, est-ce qu'on observe des améliorations économiques et sociales là où on produit la fève aujourd'hui en Afrique, qui sont par ailleurs les acteurs en jeu du point de vue autochtone africain? Et sont-ils contre ou bien alimentent-ils ce système? Ça fait beaucoup de questions en une là. Ouais, j'ai compté, ça fait 116. Mais non, je pense que si tout allait bien, déjà, je n'allais pas écrire ce livre et je pense même pas qu'on serait là à parler de cette histoire. Si nous sommes là, c'est exactement parce que non, ça ne va pas, parce que les conditions de production du cacao en Afrique sont complètement désastreuses sur le plan environnemental, sur le plan humain, économique et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui est très très présent, mais qui n'est pas souvent présent en Occident parce qu'évidemment, trop de greenwashing et on voit du bio partout. Mais dans les plantations, la réalité n'est pas la même. D'ailleurs, il y a des chiffres. Hein. C'est-à-dire qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur du cacao mondial, avec quelque chose comme 40%, c'est aussi dans ce pays où il y a 80% des forêts qui ont été détruites, entre autres par la culture intensive du cacao. On ne parle pas encore des éléphants. Il y a 50 ans, ils avaient environ 5 à 6 000 éléphants. Avec l'annexion des terres, l'augmentation des plantations de cacao, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on me parle de 300 éléphants. Donc ça a aussi accentué le braconnage, l'empoisonnement des sols et l'utilisation des pesticides. Donc non, il n'y a pas des améliorations, il y a même des procès, tu vois, auprès de certaines multinationales. Et voilà, les responsabilités sont toujours partagées. D'un côté, il y a les multinationales, il y a les États aussi africains, les États qui gèrent le cacao. Et tout ça se fait dans... je veux dire que il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup, c'est tout un système qui fait que le cultivateur ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir comme rémunération par rapport à ça. Donc non, ça ne s'améliore pas et c'est pour ça qu'on écrit des livres pour interpeller que c'est une situation inacceptable. Vous êtes vraiment très concis dans vos réponses. J'admire, hein, parce que c'est pas souvent. Alors Laetitia, d'accord, on va continuer sur la Suisse. On fait un ping-pong entre nous. La Suisse voit donc dans ce chocolat une sorte d'emblème national. Ça peut sembler contre-intuitif. Comment expliquer en fait que ce pays, dépourvu d'accès à la mer et où le cacao ne pousse pas, donc sur le sol, ait pu devenir à l'époque industrielle le colosse international du chocolat? Alors ça, c'est une question je l'entends souvent. Je me suis même demandé, mais comment c'est possible, la Suisse et le chocolat, qu'on ne se rend compte que le cacao ne tombe pas du ciel? Eh ben, je trouve qu'il y a deux choses à retenir pour comprendre ça. Tout d'abord, on est habitué à penser avec les cadres nationaux. Et donc, tout s'est compartimentalisé. Mais quand le cacao a commencé à circuler en Suisse, en Europe, et le chocolat aussi, c'était au XVIIe, XVIIIe siècle. D'abord, les États-nations, comme on les connaît aujourd'hui, n'existent pas. Et surtout, c'était des capitalistes, entre guillemets, qui le faisaient. Et ce n'était pas leur intérêt. Les frontières nationales sont politiques. Pour eux, l'intérêt, c'est vraiment suivre les profits. Et le profit au XVIIIe siècle, c'était dans les colonies, les denrées coloniales. Donc c'était profitable d'amener aussi en Suisse un de ces produits de luxe, comme c'était le café, comme c'était la soie, comme c'était le cacao et le coton. Donc d'abord, il y a ça. De l'autre côté, il faut aussi se rendre compte que le refus, le rejet de la part de la Suisse de l'histoire coloniale, en général de l'entreprise coloniale, c'est très très récent. Parce que jusqu'à encore à la fin du XIXe siècle, il y avait des motions parlementaires pour peut-être participer à cette aventure, entreprise coloniale des États européens. Donc déjà, si on prend en compte ces deux choses, ça devient moins paradoxal.
Et ce qui a rendu la Suisse un terrain un peu fertile par rapport à des autres États européens, c'est très important le rôle qu'a joué le refuge huguenot. Et donc, avec l'esprit, soi-disant capitaliste qu'ils ont amené, les liens internationaux, familiales surtout, et la grande présence des capitaux a permis d'abord d'emporter ces denrées qui étaient extrêmement chères, et après d'investir dans la proto-industrie, après dans l'industrie, pour après pouvoir produire des produits comme c'était le chocolat au lait, le chocolat fondant, qui ont vraiment rendu la Suisse le pays du chocolat. Donc la transformation, voilà, c'est ça. Ouais. Et toujours une question pour toi, pour continuer sur ce sujet. Les publicités qui célèbrent le chocolat suisse ont-elles, selon toi, contribué à développer ce sentiment d'appartenance nationale? La réponse est oui, voire un esprit patriotique. Et on voit souvent sur ces publicités depuis le début des vaches, des montagnes, alors que voilà, cette matière première qui est la fève de cacao est invisibilisée de ces publicités, de ces affiches. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu dans le passé des représentations plus explicites, exotiques, coloniales, ou encore des noms de pâtisseries qui auraient contribué à la diffusion de cet imaginaire racial en Suisse? Alors, oui, tout à fait, ils ont contribué. Et comme tu dis, d'abord, les publicités en général des denrées coloniales, c'est typiquement exotique. Donc, c'était vraiment le but de représenter cette origine coloniale. C'était une source d'orgueil pour les États les empires coloniaux, de montrer qu'est-ce que le fruit de cette conquête coloniale. Et c'est vrai effectivement que la Suisse, ça a été plutôt précoce à nettoyer un peu ces publicités de cet imaginaire colonial. Parce que déjà à la fin du 19e siècle, alors que pour le reste de l'Europe, ça s'est passé au début du 20e siècle, mais la Suisse l'a fait à la fin du 19e siècle. Et ça s'est passé à un moment précis qui s'était caractérisé par deux phénomènes. D'un côté, il y avait l'État-nation suisse qui a été créé, l'État fédéral en 1848, mais il fallait créer les Suisses, donc créer une idée patriotique, un système d'appartenance. Et donc, plusieurs produits, plusieurs récits ont contribué à ça. Et après, contemporainement, dans les années 1870, il y a eu l'invention par Pater du chocolat au lait. Et en fait, le fait de unifier le lait, c'était un peu une sorte de fusion nationale. Parce que aussi dans l'imaginaire, et donc toutes ces publicités des Alpes, des vaches suisses, c'était un imaginaire idyllique de la Suisse. Ça fait que ça représentait un peu la fusion des deux Suisses qui s'étaient battues en 1947. Donc on a la Suisse rurale, la Suisse des Alpes qui mettait le lait, la pureté du lait suisse, la santé du lait suisse. Et de l'autre côté, on avait la Suisse urbaniste. Donc c'était la Suisse urbaine, la Suisse riche des capitaux qui pouvaient aider en mettant tout ce qu'il y avait comme les inventions industrielles, les inventions chimiques, parce qu'il faut le dire, le chocolat au lait, c'est un produit chimique. Et voilà, donc le chocolat au lait représentait vraiment cette fusion. Et ça a été après transposé sur les publicités. Et depuis là, on a acquis qu'on est en pays des Alpes, on est en pays où la nature joue un grand rôle, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Et enfin, pour conclure sur la question de l'exotisme, c'est vrai qu'on l'a enlevé très tôt par rapport aux autres États. Au même temps, cet exotisme et ce qui se lie souvent, c'est le racisme, c'est toujours en filigrane. Et je vous ai parlé au départ de ce chocolat avec des connotations racistes. C'est ce qu'on appelle la tête de choco, qui avec des grandes connotations racistes qu'il ne faut vraiment pas expliquer. Ça,
ça montre comment, en fait, on a essayé un peu de le nettoyer, notre récit du chocolat suisse, mais ça sort par-ci, par-là. Merci Laetitia, en effet. Et du chocolat, du colonialisme, je veux dire le chocolonialisme, je crois que c'est ce que tu utilises toi comme terme, au racisme, Samy, l'histoire du cacao et du chocolat ne se limite pas à ces deux notions qui sont fondamentales, évidemment. Ça passe aussi par d'autres problématiques qui sont peut-être plus visibles maintenant qu'hier, que dans le passé. Et voilà, on pense par exemple à l'écologie, comme tu disais, la déforestation massive toujours en cours dans les pays producteurs de cacao en Afrique. Ce sont aussi les droits humains, le travail des enfants dans ces fameuses plantations. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui comment tout ça fonctionne? Est-ce que ce marché est régulé? Tu vas me dire non, je le sais déjà. Par qui? Avec quelle efficacité ou absence d'efficacité? Voilà, est-ce que tu peux développer un peu sur les problèmes majeurs en fait, que cette culture du cacao pour ces questions d'écologie et de droits humains entraîne? Alors, je pense qu'il est très, très bien régulé du point de vue capitaliste. Donc, ça va très bien. Mais du point de vue du travail des gens, non, ce n'est pas une culture qui est vraiment régulée comme il faut. On a vu, il y a plusieurs dimensions. C'est-à-dire que la dimension environnementale, à elle seule, suffit à expliquer qu'on n'a pas une vision durable de la façon dont on veut produire le cacao. Parce que tous les pays qui produisent le cacao sont, voilà, perdent des forêts, empoisonnent des sols, les faibles revenus. Donc le système est clairement toujours les mêmes. J'ai envie de dire que les seuls gagnants de l'affaire, c'est d'abord les multinationales et ensuite, en Afrique, les États qui gèrent généralement le commerce du cacao. Donc, voilà, on est pris par ça. J'appelle ça la prédation du capitalisme, c'est-à-dire que c'est vraiment le pouvoir économique qui domine sur les valeurs du travail des gens, sur l'idée de la préservation de la nature et même de la rémunération de manière globale. En 2001, par exemple, on nous a expliqué que l'industrie du chocolat a fait 100 milliards de dollars. Et sur les 100 milliards de dollars, les pays producteurs qui sont l'Afrique, qui produisent 80% du cacao mondial, ont reçu 6%. Donc je crois que ça explique bien la sphère dans laquelle on est, quoi. Et même au niveau de la consommation du chocolat, le chocolat, ce qui est culturel en Afrique, ce n'est pas la consommation du chocolat du tout. Nous, moi je connais pas ce truc, c'est vraiment plus tard, on le découvre plus tard quand on va dans les villes et tout. Et résultat, aujourd'hui, de manière globale, la consommation du chocolat en Afrique est de 4%. Là où une gentille Suisse consomme 12 kilos par an, un Français, un Belge, un Italien, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN des enfants d'Occident. Parce que c'était ça l'objectif aussi du colonialisme, c'est-à-dire produire un aliment prestigieux pour voilà, amuser une catégorie de personnes. Et les gens même qui produisent cette fève, voilà, n'ont jamais, enfin, ils n'étaient pas pris en compte. C'est d'ailleurs ça que je raconte aussi dans le livre. La première fois que j'ai découvert le chocolat, voilà, je n'ai pas compris ce que c'était. Parce que nous, on grandit dans les plantations. Ce qui est imposé, c'est vraiment cultiver les fèves, ensuite les vendre, gagner de l'argent et puis faire ce que tu as envie de faire. Donc, jamais on a eu le retour des produits dérivés issus de la matière première qui est produite à 80% pour nous. Donc, ça ne va pas. En effet, il y a un passage de ton livre qui est extraordinaire sur ce moment de la découverte du chocolat blanc caillé. Maintenant, je n'arrive pas trop à visualiser le chocolat sauce arachide encore. Il va falloir que tu m'expliques ça tout à l'heure. Parce que, voilà. Merci beaucoup. Laetitia, de quelle manière le réexamen de l'histoire du chocolat suisse par le prisme de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation peut-elle contribuer à améliorer la société dans laquelle nous vivons? Ça, c'est une sacrée question. Comment? Pourquoi?
Ce sont les questions de Fabio, je précise. Quelles retombées potentielles au-delà du monde de la recherche académique? Alors, merci pour cette question à toi et Fabio, parce que j'ai vraiment à cœur d'expliquer pourquoi, parce que souvent je me trouve des gens qui me disent « mais ça sert à quoi de juger les gens du passé ?» Ce n'est pas du tout ça le but. On ne veut pas juger les gens du passé, c'est vraiment une question de sensibiliser. Moi, j'ai vraiment à cœur de fournir les gens qui ont envie de lire mon travail, de fournir des informations pour combler les lacunes laissées par cette récit féerique de l'histoire du chocolat suisse et en général de l'histoire coloniale suisse. C'est vraiment pas une question de nier l'histoire qu'il y a eu, c'est de fournir encore plus, donner l'autre côté de l'histoire. Et j'ai choisi de le faire par rapport au chocolat, justement pour montrer comment un objet, Samy disait, ça fait partie de l'ADN des enfants occidentaux. Je trouve que ça fait partie de l'ADN des Suisses. Ça fait vraiment partie de notre quotidiennité. On offre du chocolat, et le chocolat est toujours partout. On va au musée du chocolat quand on est enfant. Donc, c'est vraiment nous montrer que c'est un produit comme ça, on n'a aucune idée de son histoire, alors que ça fait partie de l'orgueil national. On n'a aucune idée de l'histoire violente, de l'exploitation, de la destruction qui a causé cette source d'orgueil qu'on a. Et je trouve que c'est important parce que le moment qu'on réalise que ce produit qu'on a à cœur, en fait, est issu de l'esclavage, peut-être on a un regard différent aussi par rapport à l'autre. Je me demande vraiment si ça pourrait vraiment aider à une réflexion différente ou plus ouverte en termes de discrimination raciale en Suisse. Pourquoi on est toujours attaché à des noms racistes pour définir un petit carré de chocolat? Donc ce sont vraiment ces questions, se poser la question de pourquoi il y a ce silence par rapport à cette histoire. On devrait connaître très bien notre histoire aussi de notre symbole. Donc pour moi, c'est ça qui est important. La recherche académique, juste compléter les histoires vécues qui sont toujours les plus importantes et ça va compléter aussi une récit féerique, un peu mythologique. Merci Laetitia. Oui, c'est toujours la question des traces, en fait, qu'on connaît si mal. Samy, une dernière question pour toi. Ne plus planter de cacao, ne plus transformer du chocolat, ça semble impossible. C'est peut-être même pas la chose la plus sensée à envisager. Mais alors, quelles sont les batailles qu'il va falloir mener, qu'il faut mener selon toi pour améliorer le sort des producteurs de ce cacao dans le monde et pour responsabiliser les consommateurs du chocolat partout en Occident? Alors je pense qu'il n'y a pas une seule solution, c'est vraiment un ensemble de choses qu'il faut examiner, mais je peux dire de manière globale qu'en fait, on va dire il y a 2 siècles, on consommait le chocolat, le cacao, enfin tout le reste du point de vue alimentaire. On n'avait pas forcément un problème climatique comme il y a aujourd'hui. On pouvait se permettre de dire, voilà, on va consommer n'importe comment, on va surpêcher, on va surchasser, et donc, ce n'était pas un problème à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on a quand même un problème super crucial, qui est celui de la dégradation de la maison du vivant. Et la solution ici, je pense qu'elle peut paraître simpliste comme ça, mais je pense que c'est la sobriété qu'il faut dans notre système de consommation aujourd'hui. Et ça va pour toutes les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer de consommer comme ça. Pour moi, c'est très clair, que ce soit au niveau des voitures, au niveau de l'industrie d'habillement, des aliments. Il nous faut une sobriété parfaite aujourd'hui pour arriver à créer un certain équilibre entre ce qu'on veut consommer et aussi la préservation du vivant. Donc, la question du chocolat, c'est vraiment, je pense que
Les gens ont mangé le chocolat depuis 2 siècles, c'est bon. Là, il faut diminuer. Ce n'est pas juste une affaire de, voilà, on veut juste jouer les écolos. Non, c'est parce que c'est une consommation, c'est le 4e produit alimentaire le plus pollueur dans le monde, le chocolat. C'est pas juste une barre de chocolat, c'est pas juste une barre de chocolat. C'est le travail des gens, c'est la déforestation, c'est la faune, c'est la flore, c'est tout un ensemble de choses qui font qu'on doit s'interroger aujourd'hui comment on peut arriver à récupérer, du moins à redonner l'équilibre avec le vivant. Donc, il faut réduire la consommation, c'est la sobriété. Et je dis, c'est un peu dans tous les secteurs, parce qu'on a un problème, un enjeu majeur aujourd'hui, c'est pas juste le travail, mais c'est aussi la maison même de l'homme. J'ai oublié de noter qu'il y a des statistiques aussi qui nous montrent encore qu'il y a des enfants qui travaillent dans des plantations illégalement dans des pays en Afrique, des plantations qui sont gérées par des multinationales, des familles qui sont, voilà, qui eux-mêmes forcent leurs enfants, qui déscolarisent les enfants parce qu'il faut avoir un pouvoir économique qui est, je vais dire, accentué par le fait que les multinationales veulent plus de fermes. C'est d'ailleurs ce qui a causé la récente montée, hausse des prix du cacao, est simplement basée sur le fait que c'est un problème climatique. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu trop de pluie dans des pays producteurs ou trop de chaud. Or, le cacao, c'est une plante qui est un peu tempérée. Elle a besoin d'un peu de soleil, d'un peu de pluie, pas de manière exagérante. Et donc, les productions 2020, même 2022, 2019 étaient catastrophiques. Du coup, la bourse de Londres s'est affolée. Encore une fois, elle s'affole pour les chocolatiers, mais jamais pour les cultivateurs de cacao. C'est une terrible conclusion, mais voilà, merci infiniment à vous deux, Samy et Laetitia, pour voilà, toutes ces explications sur le passé, le présent et on espère le futur plus durable et propre, on va dire, de cette culture du cacao. Alors, je n'en reviens pas, il est 12h58, habituellement on dépasse dans tous les sens, ce qui fait qu'on a du temps vraiment pour des questions. Et voilà, profitez-en. On vous passera le micro volontiers. Il y en a déjà 2, 3, 4, 5. Voilà, on fait comme ça ? Ouais. Merci. Oui, bonjour, merci pour ces interventions tout à fait brillantes. Au risque d'être indélicat, j'aimerais apporter ma contribution, surtout pour le public, vous dire que j'ai écrit une pièce sur le chocolat, sur toute l'histoire que Laetitia et Samy vous ont racontée, la véritable histoire du cacao qui se jouera au théâtre du Grütli à partir de mai 2025. Je me permets de vous dire ça non pas pour des motifs bassement publicitaires, mais vraiment parce que ça participe au même travail d'ouverture des consciences, de partage commun, de casser les tabous, d'essayer de voir justement pourquoi on en est là aujourd'hui. Voilà. Donc je me suis beaucoup inspiré du livre de Samy, entre autres, et puis j'ai vraiment cherché, comme Laetitia, je me suis aussi inspiré un peu des travaux de Laetitia, dans les sources qui sont vraiment très très ténues, parce qu'il y a un vrai tabou finalement. Il y a 2 livres, Tout et pour tout, qui parlent de l'implication de l'esclavage des Suisses. C'est Une Suisse esclavagiste de Hans Fessler et La Suisse et l'esclavage des Noirs de Yannick Schauffenbühl. Et ces 2 livres, celui de Fessler est introuvable et le deuxième est très compliqué. Donc on a un vrai travail, outre ce que dit Samy d'action, d'arrêter de consommer, etc. On a un vrai travail d'abord didactique, un travail de propagande, simplement de faire connaître aux gens la réalité de la situation. Voilà. Et le théâtre, modestement, veut aussi, avec l'implication des acteurs noirs, c'est très important, c'est une troupe vraiment multiethnique, de gens concernés, on veut donner à connaître dans la chair et dans le sang cette problématique-là. Voilà. Samy, moi j'ai lu ton livre, donc avec beaucoup d'intérêt, et je m'étais beaucoup intéressé dans mon travail à la question du cacao en Côte d'Ivoire, et une des choses qui est compliquée aussi par rapport à l'esclavage des enfants, par rapport à la mauvaise situation des gens qui cultivent le cacao, c'est qu'en fait, c'est souvent des tout petites exploitations en Côte d'Ivoire. C'est un paysan qui va apporter ça dans une coopérative, et il y a comme ça une série de strates très compliquées
qui fait qu'à la fin, Nestlé et compagnie peuvent dire « Ah, mais nous n'avons rien à voir avec ça ». Il faut juste savoir qu'il y a 3 grossistes majeurs de la pâte de cacao et 6 grosses industries de cacao. Il y a en gros 9 industries majeures qui détiennent le plus gros pourcentage du cacao. Pour une denrée aussi importante, on est vraiment dans un monopole. Hein. Voilà. Et par contre, quand j'ai lu ton livre, Samy, tu parles... Et donc finalement, les Blancs, ils se lavent les mains, ils sont tout au bout de la chaîne, sans avoir l'air d'y toucher. Mais dans ton livre, Samy, tu racontes que les Blancs vont directement sur les champs de cacao en Cameroun. Et cette différence entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, elle m'a un peu échappé. Et si tu pouvais nous préciser les modalités finalement de l'exploitation au Cameroun et la différence avec la Côte d'Ivoire, ce serait très intéressant. Je te remercie. Est-ce que d'abord vous pouvez dire votre nom et puis le nom de votre pièce de théâtre? Alors mon nom est Dominique Ziegler, je suis auteur et metteur en scène genevois, et la pièce elle s'appelle Choc, la friandise des dieux. Et bon, je suis tout à fait honteux d'accaparer le micro pour ça, mais je pense qu'on est quand même dans une mouvance, donc je le fais rapidement. La pièce elle a été commandée par le théâtre-orchestre Biel Sonor, par la directrice du théâtre, parce qu'elle avait été au musée Lindt. Et le musée Lindt, qui est à Zurich, c'est une publicité géante pour le chocolat industriel, qui est une entreprise de négationnisme. C'est-à-dire que vous avez une fresque géante, par exemple, avec des gentils espagnols qui vont voir des aztèques comme ça, folkloriques, ils se partagent le cacao. Tout d'un coup, on a des bateaux qui partent, et puis le chocolat arrive sur les ports d'Europe, et puis grâce au génie industriel des Européens, Van Houten et compagnie, ça se diffuse dans toute l'Europe, et ainsi de suite. Et puis après, il y a l'image de la Suisse et compagnie. Et entre les deux, il y a 0 évocation des Noirs. C'est-à-dire que c'est même pas un Noir gentil qui serait collaborateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas d'esclavage. Donc c'est du négationnisme pur et dur. Et à partir de là, la commande était justement d'investiguer et de faire une recherche là-dessus. Voilà, donc la pièce Choc, la friandise des dieux, au Théâtre du Grucky, à partir du 6 mai 2025. Merci à vous. Alors, oui, j'avais un monsieur dans ce coin-là qui a levé la main aussi. Puis après, au fond, une dame. Là. On répond d'abord ou on prend toutes les questions? Vas-y. C'est juste pour que tu passes le micro. Parce que... Donc, merci Dominique d'intervenir. Non, tu t'accapares pas du tout le micro. Je pense qu'on fait un même travail. Et comme on dit, ensemble, on va plus loin. Moi, j'ai vu cette pièce à Soleure. Elle est extraordinaire. C'est vraiment une autre démarche, toujours dans le même but de sensibiliser les populations et puis de faire passer le message. Après, suite à ta question... Écoute, je pense que la situation est un peu plus différente aujourd'hui. Mais de ce que je me rappelle, c'est que la première fois que j'ai vu un homme blanc, j'étais au village et c'était dans une plantation de cacao. Je crois que je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Donc à cette époque, c'était vraiment les acheteurs blancs qui venaient avec des agents évidemment du ministère de l'Agriculture, je ne sais pas quoi et tout, qui venaient dans les villages pour tester les fermes, pour faire des formations, donner des formations dans la manière de produire rapidement, dans la manière d'utiliser les pesticides. Et pour nous, c'était... je veux dire que c'était là où on était en contact direct avec les Occidentaux qui venaient. C'était pas la ville, c'est beaucoup plus tard. Mais la première fois, moi, je les vois là et ils apportent une technique qui est aussi louée, accompagnée par l'État et tout le truc. Et l'idée dans cette idée du colonialisme du cacao, c'est que l'imaginaire aussi qu'on faisait passer, c'était il faut que vous produisiez le cacao parce que ça va développer le pays. C'est vraiment une matière première intéressante et tout. Et donc, il y avait une propagande politique qui était même radicale. Moi, j'ai vu des gens se faire arrêter au village parce qu'ils ont décidé d'arrêter de planter le cacao, qu'ils ont coupé des tiges, ils ont brûlé leur plantation parce qu'ils en avaient marre. Ils allaient en prison. Même si c'était leur propre plantation à eux, l'idée était vraiment, c'est pour l'intérêt du pays. Donc, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je ne sais pas trop, je n'ai pas vécu là-bas, mais de manière générale, vraiment, ce que je décris dans le livre, c'est global. La situation de la culture du cacao en Afrique, elle est pareille, elle est catastrophique au niveau de tout ce qu'on a déjà dit tout à l'heure.
ça ne change pas vraiment beaucoup. Vous voyez ici dans les supermarchés, moi j'ai vu des chocolats à 10, 15 francs, voire plus et tout. 1 kilo de fèves de cacao, c'est 1000 francs CFA en général, à peine 1 franc 20, je ne sais pas quoi, suisse. Et le travail que ça demande est incommensurable. Donc c'est une réalité que moi j'ai analysée du point de vue de villageois, d'enfants de village qui a travaillé dans les plantations, pas du tout avec une prétention scientifique parce que je ne veux pas en être un, mais je voulais témoigner de cette réalité, de celle que j'ai vue, celle que j'ai découverte, et après on a fait un peu de recherche pour étayer tout ça. Bonjour, merci. Justement, je voulais demander, par rapport à ce que vous venez de dire, quel crédit vous apportez aux différents labels, type Max Havelaar ou simplement bio, inscrits sur les différentes plaques de chocolat vendues au supermarché. Est-ce que c'est purement du greenwashing ou est-ce que ces quelques centimes de francs qu'on paye en plus reviennent aux cultivateurs? Alors moi j'aime bien quand je vois ces étiquettes dans les supermarchés, ça c'est magnifique, c'est vraiment le meilleur des mondes. Mais moi je me réfère à la réalité sur le terrain. Le cacao est produit d'une manière irraisonnable. Et donc, il y a beaucoup de greenwashing. On ne va pas nier qu'il y a des gens qui font des efforts. Je collabore aussi avec quelques chocolatiers, artisans chocolatiers, je préfère, ici en Suisse aussi, et d'autres à Paris. Des gens qui ont véritablement une démarche, une envie d'avoir une traçabilité, des gens qui vont dans les plantations, qui connaissent les familles, et qui essayent. Là, on a, depuis quelque temps, il y a des gens au Cameroun, par exemple, qui achètent le cacao, 1 kilo à 5000 francs CFA. Ce que les multinationales achètent à 1000 francs et tout. Donc, eux, ils ont vraiment cultivé un autre rapport pour contribuer. Mais c'est une minorité. Comme Dominique a dit tout à l'heure, c'est 9 personnes, pour ne pas dire 9 entreprises qui gèrent l'industrie du chocolat dans le monde et du cacao. Donc, quand on voit les bio, les fair trade, c'est ça qu'on aimerait avoir. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours vrai. Ça devrait se refléter dans la réalité. La déforestation, on devrait avoir des chiffres qui nous montrent qu'elle diminue. On devait avoir des chiffres qui montrent que le cultivateur de cacao, aujourd'hui, 2 tiers des cultivateurs de cacao vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Ce n'est pas un imaginaire, c'est une réalité. Donc bio, c'est bien d'étiqueter tout ça dans les supermarchés en Europe, mais nous, on a envie de voir réellement que ça change sur le terrain. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Je voudrais juste demander si vous connaissez des exemples pour on va dire de la production décolonisée, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des mouvements, est-ce qu'il y a des associations, est-ce qu'il y a des exemples de bonnes pratiques justement pour une production que ce soit du chocolat ou de produits dérivés du cacao, mais qui sont dans une démarche de décolonisation? Alors c'est encore comme quand on parlait du bio tout à l'heure, le pourcentage est vraiment minime. Il y a des gens qui font des efforts, il y a même un modèle d'agriculture agroécologique du cacao. Parce que ce qui a aussi accentué la déforestation, c'est parce qu'on a imposé aux gens, on les a fait croire que pour avoir une prospérité du cacao énorme, il faut raser la forêt. Et donc les gens ont rasé des forêts entières. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, non, tu peux cultiver le cacao tout en préservant les autres espèces de la biodiversité. Tu n'as pas besoin de raser toute la forêt. Le cacao, il a besoin de 50-50, un peu d'humidité et un peu d'eau. Donc, c'est compliqué, c'est des pratiques qui commencent à se mettre en place, mais là, on parle d'une industrie qui a 2 siècles, l'industrie du cacao et du chocolat. Donc, le rapport de force est véritablement encore pas ce qu'il faut, mais il y a des démarches aujourd'hui qui se mettent en place. D'ailleurs, voilà, j'ai vu que la consommation du cacao et aussi le système de transformation des fèves
commence aussi à se mettre en place en Afrique, c'est-à-dire qu'on va limiter un peu le transport, parce que c'est aussi trop de pollution, le transport des fèves du sud vers le nord pour amener les emballages, alors qu'on pourrait très bien cultiver le cacao, torréfier les fèves, les écraser, et puis voilà, vendre de la poudre. Ça va amoindrir le coût de la pollution, même le coût économique, tout en ayant une démarche, voilà, on va dire, respectable. Donc, madame, c'est ce qu'on veut, mais voilà, ce n'est pas encore le cas, mais ça va venir. Hein. Ici, en Suisse, il y a Onde de Choc, je me permets de parler de lui. Il y a une petite association de Paris qui s'appelle les Chocolatiers Engagés, qui ont cette démarche-là, qui partent travailler avec certaines coopératives pour avoir une traçabilité, quelque chose qui respecte le travail des gens, le prix et aussi le consommateur. Je vous en prie. Bonjour et merci beaucoup de vos interventions. Je voulais revenir un petit peu en arrière et peut-être aussi au travail de Laetitia, parce que le chocolat, ça ne va pas sans sucre. Et donc là, si on met le sucre dans l'équation, ça aggrave encore sur tous les plans, hein, le travail, l'écologie, etc., etc. Et je me suis demandé en vous écoutant, à partir de quand, du point de vue de l'industrie suisse, ça va avec le sucre qui en fait précède beaucoup le chocolat dans la question de l'esclavage. C'est vraiment le moteur de l'esclavage pendant longtemps. Et dans quelle mesure vous arrivez à faire l'équation, à voir comment les deux se conjuguent pour, au fond, c'est pratiquement une exploitation à l'exponentielle quand on met les deux ensemble. Merci pour la question tout d'abord, et vous avez absolument raison. En fait, mon focus sur le cacao, c'est juste un choix académique pour dire j'ai 5 ans, donc il faut faire des choix. Mais ce sont tout à fait des questions que je me suis posées, et surtout à savoir que le chocolat, comme c'était avant on le buvait d'ailleurs, c'est plutôt récent le fait de le manger, et quand on le buvait, en fait il n'y avait pas que du sucre et du cacao, il y avait plein des produits coloniaux comme la cannelle, plein des épices. Et donc, ça serait très intéressant de remonter, de refaire la filière de tous ces produits pour comprendre. Malheureusement, la réponse sur s'il y avait du esclavage, on la connaît. C'est oui, évidemment. Mais donc, c'est sûrement une chose à considérer, sachant que, comme vous dites, le sucre avec le coton, je crois que c'était au niveau historique, les deux secteurs les plus extractifs pour le terrain, mais aussi pour une question des êtres humains. Non, mais ce que je voulais dire, c'est dans le chocolat qu'on mange, il y a plus de sucre que de chocolat, en fait. Oui, actuellement, oui. C'est absolument. Et c'est vraiment, on nous fait croire qu'on mange du chocolat, mais on mange du sucre. Aujourd'hui, oui, absolument. Si jamais regardez... Non, c'est bon. C'est bon, voilà. Si jamais, oui, madame, vous avez raison, ça aussi, c'est le travail des industriels. C'est fabriquer plus, c'est faire plus d'argent. Donc, il y a de moins en moins de bons chocolats. C'est vraiment, voilà, très, très peu de poudre de cacao et puis on mélange. Mais si jamais, c'est aussi là la responsabilité du consommateur. Vraiment, il pouvait être laxiste il y a 2 siècles. Là, c'est exigeant. Le consommateur, aujourd'hui, il est aussi un peu responsable, je veux dire, d'une certaine manière, de ce qui se passe parce qu'il consomme. Donc, il est le porte-monnaie des multinationales. Donc, il faut aussi aujourd'hui faire un effort de traçabilité pour combattre la montée, finalement, de la malbouffe. C'est de se dire, voilà, je vais regarder où est-ce que j'achète ma barre de chocolat et le taux de pourcentage du dosage de cacao. Beaucoup de gens ne le savent pas, ils achètent juste une barre. Il faut regarder. Est-ce que c'est du 40% de cacao, du 65%, du 85%? Et évidemment, ce qui est plus intéressant dans le chocolat, c'est le cacao. Ce n'est pas le lait, ce n'est pas le sucre. J'avais une question concernant les archives. Il y a à peu près 20 ans de ça, je suivais des cours à l'Uni sur l'histoire économique avec Bouddha et Temad, et ils proposaient comme ça des cycles de conférences. Et ils rapportaient que très peu de familles suisses romandes osent donner leurs archives. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de cette visibilisation des archives familiales
et aussi ben, de cette honte, de cette gêne d'étaler comme ça en fait d'où vient la fortune de ces familles. Merci beaucoup pour cette question. Alors, c'est justement pour cette raison que j'aime bien mettre en avant que ce n'est pas une question de juger. On ne va pas juger les familles qui sont enrichies comme ça, c'est juste une question d'information. Mais vous avez bien raison qu'il y a les archives familiales, toujours encore, sont très difficiles à accéder. Il n'y a pas des catalogues de ces archives, donc on ne connaît pas l'existence, parce qu'évidemment, s'il y a des familles qui, dans leur cave, ont tous les documents des 200 ans de leur famille, on ne peut pas le savoir. Donc d'abord, il y a vraiment un problème qu'on n'a aucune idée de qui a des archives. Parfois, il y a des membres de la famille qui se rendent compte et disent on va les donner aux archives d'État genevois, on va les donner aux archives cantonales vaudois, ou vraiment il y a des archives des familles. C'était le cas à Neuchâtel, qu'ils ont vraiment ouvert et ils ont dit ok, vous pouvez les exploiter. Mais c'est très difficile, comme c'est toujours difficile pour les grandes entreprises. Ils ne veulent pas ouvrir leurs archives. Ce qui ça fait un peu comprendre que probablement on trouve quelque chose d'intéressant dedans. Intéressant ou quand même enrichissant pour le savoir collectif. Mais ça n'a pas trop changé la situation, malheureusement. Donc, au niveau académique, vous faites comment Alors, ma démarche, je suis partie, j'ai eu la chance qu'il y a des entreprises qui ont ouvert leurs archives pour moi. Et à partir de là, je retrace en mouvement, je vais à l'arrière. Et donc, je pars des sous-entreprises. Je me focalise beaucoup sur l'entreprise tessinoise chocolatière, parce que ça a commencé en 1700, ce qu'on n'a aucune idée. Je ne sais pas si vous avez des idées par rapport à ça. Et c'est vraiment partir des archives municipales, cantonales, les archives fédéraux, pour après aller vers les archives des ports coloniaux. Les archives, il y avait beaucoup les archives nationales françaises. Et l'espoir, c'est après de réussir à trouver aussi les archives dans les pays producteurs en 1700, donc surtout les Caraïbes. Si je peux juste, j'ajoute juste une chose, je relais les témoignages de personnes qui ont écrit pour mémoire des textes et qui ont fait des recherches sur notamment l'achat de plantations au XVIIIe par des familles de la région. Et en fait, ce qu'on m'explique, c'est qu'il faut faire une recherche connectée pour faire une recherche décoloniale, dans le sens que ce n'est pas en restant à Genève, dans les archives genevoises, qu'on va trouver des réponses sur les Genevois qui ont acquis à l'étranger des terres pour pouvoir exploiter des personnes et la nature, notamment aux Caraïbes, en Amérique centrale. Donc il faut d'abord aller vers les Pays-Bas. Il faut aller vers l'international huguenote aussi, c'est la meilleure façon de faire. Et puis après, travailler avec les chercheurs des pays concernés, qui eux ont aussi des archives et qui peuvent permettre de tracer certains ponts et de mieux comprendre certaines situations. Donc c'est vrai que quand on est bloqué de manière locale ici, il faut vraiment travailler à l'étranger parce que ces personnes ont leur nom inscrit dans des archives qui sont loin d'ici. Donc ça permet de mieux comprendre et de découvrir comme ça. Voilà. Après, il y a d'autres fonds qui tombent du ciel. Au mois de novembre, il y avait une intervention d'un des professeurs de l'Uni, je ne sais plus comment il s'appelle, sur une famille qui avait des plantations esclavagistes. Et donc, je ne sais plus si c'était le café cette fois, le coton ou le cacao. Mais là, c'était le hasard, en fait, d'un fonds d'archives qui est arrivé aux archives d'État et puis qui tout d'un coup, en fait, dévoilait toute cette histoire d'une plantation. Donc, petit à petit, ça sort, quoi. Voilà. Bon, merci. On vient de parler de la question des plantations esclavagistes en Amérique latine. D'ailleurs, j'ajoute que le nom du gâteau Carac, ça vient de Caracas, au Venezuela. Et justement, je me demandais qu'en est-il des conditions de plantation en Amérique latine. Merci. Aujourd'hui. Alors, je pense que déjà, je vous ai dit tout à l'heure que la production mondiale est assurée à 80% de l'Afrique. Donc, il y a environ quelque chose comme 20% qui est produit en Amérique latine. Et c'est, voilà, juste ça fait une énorme différence.
Et aussi, en Amérique latine, il y a plus une culture de plantation familiale. C'est vraiment des coopératives, des 2-3 planteurs qui se mettent ensemble et voilà, qui essayent de faire marcher leur affaire. Ils sont plus autonomes du fait aussi qu'il y a peu de plantations, il n'y a pas beaucoup de terres. Donc, c'est vraiment une réalité différente. Et ils ont aussi une autre connaissance de la plante cacao qu'on n'a pas en Afrique. Disons que les gens qui ont imposé le cacao ont voulu qu'on ne sache pas, c'est-à-dire que c'est la dimension aussi médicale même de la plante cacao. Parce qu'on parle toujours du cacao en termes de chocolat et on s'arrête là, et pourtant c'est juste, je vais dire, un pourcentage de tout ce que cette plante peut apporter. C'est d'ailleurs ce que les Mayas faisaient à l'époque. Ils faisaient des médicaments avec cette plante, ils faisaient des rites, ils faisaient plein de trucs, des boissons. Et même, je veux dire, dans la médecine moderne, on trouve des similitudes, des gens qui reconnaissent que cette plante a des effets très importants pour la santé. Donc, en Amérique latine, en Amérique du Sud, le fait qu'ils aient moins de production et qu'ils sont un peu regroupés en quelques coopératives rend les choses, on va dire, un peu plus faciles, même si c'est toujours la domination des 9 sociétés de chocolat dont on a parlé qui s'imposent partout. C'est les mêmes qui se ravitaillent en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes. Donc la situation n'est pas pareille parce que voilà, le volume de production n'est pas le même. Et puis en Afrique, alors en Afrique aussi, le problème c'est que généralement ce sont les États qui gèrent la politique du cacao. C'est vraiment en Côte d'Ivoire, c'est l'État ivoirien, au Cameroun, c'est l'État, ce sont les États qui fixent le prix avec les organismes internationaux comme ICCO, ils fixent les prix et donc les cultivateurs obéissent à des règles, à des lois qui sont établies. Ce qui rend les choses difficiles, même quand ils ne sont pas contents, c'est difficile de renverser l'ordre établi comme ça. Voilà, pour ces États-là, surtout la Côte d'Ivoire, où le cacao est quand même très important dans le PIB du pays, quoi. Donc ça, c'est plus compliqué, alors qu'en Amérique latine, c'est un peu des gens qui gèrent eux-mêmes, ensemble, leur production, quoi. Bonjour, merci. Moi, je voulais juste revenir sur le point que Laetitia a fait sur la construction de la nation, l'identité imaginaire suisse. Et la première question, c'est quelle est aujourd'hui la contribution de cette industrie au PIB, d'un point de vue économique purement, et puis d'un point de vue socio-culturel, si on va vers une transformation complète, qui veut dire une réduction très importante de la consommation du chocolat, qu'est-ce qu'il en restera de l'imaginaire suisse et l'identité suisse? Merci beaucoup pour votre question. Alors, je vous avoue que je n'ai pas en tête les chiffres du PIB. Sachant qu'en tout cas, les grandes productions du chocolat en Suisse sont faites par des multinationales qui ne font pas que du chocolat. Donc, souvent, ce n'est pas facile aussi d'extrapoler la contribution. Ça reste important. C'est vrai qu'il y en a plusieurs entreprises qui contribuent beaucoup au PIB de la Suisse. Ça reste un pays très, très riche, mais c'est vrai que c'est important. Si on pense aussi au reste, en comparaison avec le reste de l'Europe, je crois que c'est important, mais il faudrait contrôler. Donc je m'excuse pour ne pas avoir en tête ça. Pour ce qui concerne l'identité suisse, les identités nationales sont des constructions. Et comme on les a construites, on continue à les construire. Ça va, c'est une chose qu'on fait tous les jours. Chacun fait partie de ça. Donc c'est vrai, il y a cette peur d'attaquer l'identité nationale suisse. C'est par l'histoire coloniale en général, parce qu'on déconstruit le mythe d'une Suisse nôtre, une Suisse humanitaire. Mais ce n'est pas déconstruire, ce n'est pas qu'on attaque. C'est une question juste de, à nouveau, compléter, de voir la pièce de l'autre côté, de tourner un petit peu. Donc, je ne suis pas inquiète pour l'identité nationale suisse, surtout parce que c'est vrai, la Suisse a fait beaucoup pour le chocolat moderne. Il y a eu beaucoup d'inventions. Le fondant, je vous ai dit, c'est Rodolphe Lindt qui l'a inventé. Le chocolat au lait, il y a eu Suchard, il y a plein qui en fait beaucoup. Donc, ce n'est pas qu'on va dire le chocolat ne fait plus partie de l'identité suisse.
mais c'est, oui, le chocolat fait partie, mais il faut savoir l'histoire du chocolat. Donc, se rendre compte qu'on n'est pas si exceptionnel par rapport au English tea. Et donc, comme le English tea fait un peu l'identité de la Grande-Bretagne, le chocolat fait la Suisse, mais on sait que ça vient de l'esclavage. Voilà, j'ai repris le micro pour partager des choses encore. J'ai pris des micros. Comme je vois que beaucoup de gens notent des choses, j'ai 2-3 références à vous partager si ça vous intéresse. Par rapport à ce que vous disiez sur les sources parfois lacunaires sur l'application des Suisses et l'esclavage, je vous ai parlé de ce monsieur Hans Fessler qui a écrit une Suisse esclavagiste. En allemand, c'est Schweiz in Schwarz-Weiß, quelque chose comme ça. Et lui, il est carrément parti dans une espèce de croisade de recherche vraiment extrêmement poussée. Il a un site qui s'appelle l'ouverture.ch et là, vous avez une banque de données qu'il a appelée CARICOM, qui est parfaitement hallucinante, qui est toutes les familles suisses depuis le XVIe siècle, continent par continent, sphère géographique par sphère géographique, siècle par siècle. Vous avez Suriname, Curaçao, Grenade, Brésil, etc., etc. Et là, il met chaque fois de façon très détaillée l'implication de telle ou telle famille suisse. Et c'est évidemment extrêmement rhizomique, c'est-à-dire qu'après vous faites des regroupements et c'est vraiment du proto-capitalisme pur et dur. C'est évidemment une banque de données qui est peu connue, c'est pour ça que je me permets de vous la partager. Ça vaut vraiment la peine, si vous vous intéressez à cette question, et évidemment on retombe sur le cacao, d'aller sur l'ouverture.ch. C'est un vieux monsieur, je pense qu'il va plus pour long, et c'est une banque de données qui mériterait d'être vraiment partagée par le plus grand nombre. Et sur l'esclavage moderne, sur la question du chocolat, évidemment, il y a, vous connaissez certainement, mais je le redis pour ceux qui ne connaisseraient pas, Public Eye a des éléments très très pointus sur les processus d'exploitation de l'industrie cacaoyère de nos jours et l'application de la Suisse. Après, je voulais encore donner quelques pistes de chocolat alternatif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font justement, qui s'extraient de ce type de production dont on parle aujourd'hui. Tout près d'ici, à 2 rues, il y a Sican, c'est un Péruvien, Juan, et je résume très rapidement l'histoire de Sican. C'est un Péruvien qui vient d'un village qui a été totalement détruit par Monsanto. C'est-à-dire que Monsanto avait pris la main sur ce village, je ne sais plus ce qu'il cultivait exactement, et tout était dévasté, c'est-à-dire tout ce qu'on sait de Monsanto, les pesticides, etc. Et les habitants du village étaient dans une telle mouise qu'à un moment, Juan, qui est un type lettré, qui a fait la sociologie, s'est souvenu que du temps des Incas, il y avait de la culture cacaoyère là-bas. Et il a restitué la culture ancestrale cacaoyère de son village, et il est vraiment dans un type de production où sa famille, où les habitants de son village produisent le cacao, qui transforment ici à la jonction, et pour répondre à la question du sucre aussi, le bon chocolat éthique, il est évidemment beaucoup moins sucré. Et c'est un chocolat de très haut niveau, et voilà, il est ici à 3 rues, Sican. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Avec Laetitia, on a été invité à un endroit qui s'appelle le Shogi Festival, à Zurich, qui était aussi une découverte pour moi. C'est-à-dire que ce sont tous les producteurs alternatifs de nombreux pays d'Europe et d'ailleurs, qui viennent présenter leur production. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant dans cette affaire du chocolat, c'est qu'on dépasse évidemment le cadre de la denrée culinaire pour s'interroger sur le monde, sur les échanges, sur l'histoire, de manière transversale et de manière transgéographique. Donc intéressez-vous aussi sans doute à Shogi Festival à Zurich chaque année. Merci beaucoup. Vous aviez encore une question, une dernière, après on arrête parce que là on a définitivement dépassé le temps de cette conversation. Merci. Alors, moi c'est pas particulièrement une question en fait. Mais en fait je suis particulièrement émue qu'on parle du sujet, et puis ce que je voulais juste dire c'est merci beaucoup parce que je suis contente que ce soit quelqu'un qui me ressemble qui puisse le dire aussi, parce que moi j'ai fait toute ma scolarité en Suisse et puis j'ai appris une histoire vraiment tronquée et puis c'est avec l'âge et le temps que j'ai dû désapprendre ces choses et que j'ai appris comment est la réalité. Je suis sortie de la matrice un peu. Et je trouve que c'est très 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 important que quand on fait ce genre de travail, qu'on ait la vision qu'on ait plusieurs visions et pas juste la vision du vainqueur, parce que justement il y a plein de choses qui vont être effacées, qui vont être minimisées.
voilà, quand quelqu'un comme moi se plaint de, je sais pas, de racisme, bah, si je suis entourée de personnes qui me ressemblent pas, ils vont dire ah mais c'est dans ta tête machin, tu t'imagines, c'est la tu ramènes toi à la race, etc. Mais alors merci beaucoup, merci pour ce travail. Je pense pour certains, bah, il a fallu beaucoup d'humilité et beaucoup se remettre en question. Et je trouve ça vraiment, je suis heureuse de vivre ce moment, de vivre dans cette époque, de voir qu'il y a de l'évolution et du changement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, voilà. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Merci à vous. Et à bientôt, peut-être dans 15 jours. Voilà. Bon après-midi. Tu veux dire quelque chose? Non, tu veux rien dire du tout. Non, il veut rien dire. Ok. Bah, bien sûr, le livre, il est tellement là qu'on l'oublie. Mon Dieu. Donc voilà, Samy en a amené pour vous. Et les personnes qui sont intéressées, qui veulent le découvrir, bah, vous pouvez venir vers nous et le consulter, voire peut-être l'emporter avec vous. Voilà. Il faut noter qu'il n'est pas gratuit. Il n'est absolument pas gratuit, mais je pense que tu vas le signifier si jamais il y avait un malentendu. Merci à vous, bon après-midi. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Bravo, bravo.